Donc bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée aux parasportifs, des voies inspirantes du dépassement. Cette table ronde vient clôturer la 8e édition des rencontres Handi-Valide. Donc cette journée a eu pour but de sensibiliser le grand public au handicap, mais notamment au parasport. Cette année, les Master 1 en activité physique adaptée ont décidé de centrer ces rencontres Handi-Valide sur le parasport au vu de l'année paralympique. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 5 invités avec nous. Donc Charlotte Famin, Aloïs Potier, Éric Ossan, Mohamed Samraoui et Philippe Petit. Je vais leur passer le micro et ils vont avoir l'occasion de vous expliquer leur parcours personnel et professionnel, chacun leur tour. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Je vais tout d'abord laisser la place à Charlotte Famin pour qu'elle puisse nous expliquer son parcours. Bonjour à tous. Alors voilà, moi je m'appelle Charlotte Famin, j'ai 51 ans. J'ai eu un accident de moto en 2008, donc j'avais 35 ans, à la suite duquel j'ai été amputé de la jambe gauche. Et 3 ans après, j'ai été dans un centre de rééducation qui m'a beaucoup parlé de sport et qui m'a donné envie de refaire du sport. J'étais assez sportive étant valide. J'avais fait du tennis un peu plus tôt, de l'âge de 12 ans à l'âge de 17 ans, avec un peu de compétition. Et donc il a fallu que je reprenne le sport, mais en fauteuil, et je me suis tournée vers le tennis parce que je retrouvais des sensations, c'était un sport dans lequel j'étais plutôt à l'aise. Donc j'ai commencé en 2012 et j'en ai fait jusqu'en 2020. La pandémie malheureusement m'a fait arrêter parce que j'avais comme objectif d'aller jusqu'à Tokyo et finalement comme ils ont été reportés j'ai arrêté. Mais entre-temps donc j'ai été 8 fois championne de France et j'ai participé aux Jeux de Rio en 2016. Et j'ai aussi participé 7 fois à Roland-Garros en tant qu'invitée, puisque comme j'étais française et que les tableaux étaient très petits, c'est des tableaux de 8 joueuses, j'avais la wildcard tous les ans parce que j'étais la meilleure classée française. Donc le sport évidemment m'a beaucoup aidé pour me reconstruire, parce que sans le sport je pense que ça aurait été vraiment très difficile. Et l'arrêt du sport en compétition a été assez compliqué aussi parce que là, j'étais plus dans le milieu du sport. Voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit, je pense. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour Charlotte Famin ? Est-ce que vous êtes beaucoup de joueuses ou joueurs de tennis fauteuil au niveau des classements, ou c'est vraiment très restreint et vous jouez toujours contre les mêmes joueurs au final au long de l'année? Alors en fait, en France, il doit y avoir une centaine de joueurs, je pense. Et en tout, nous on rencontrait à peu près toujours les mêmes. Alors il n'y a pas de classement en fait, il y a un classement international, en fait, directement. Et suivant les tournois que tu fais, tu rencontres quasiment tout le temps les mêmes personnes en fait. Parce que sur des gros tournois, parce que c'est les mêmes circuits en fait que les valides, hein, on partait dans le monde entier. Et sauf que les tableaux sont beaucoup plus petits. Et suivant les tournois, on rencontrait soit le top 20, soit jusqu'au top 40, jusqu'au top 50, mais c'est globalement, on rencontrait toujours les mêmes choses. Je vous emmène le micro tout de suite. Merci, bonjour. Vous disiez que c'était compliqué d'avoir arrêté la compétition sportive. Vous faites quoi depuis 2020 ? Alors depuis 2020, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles ou dans les communes quand ils me demandent. Enfin, dès qu'on me demande, je suis assez disponible. Et sinon, le matin, je travaille un peu dans le resto de mes parents. Je fais un peu de gestion, un peu d'administratif, parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Et ça m'occupe un peu. Et je joue encore pas mal pour le plaisir, avec mes frères, mes neveux. Enfin, j'ai toujours beaucoup de demandes là-dessus. Mais aussi beaucoup d'interventions dans les écoles, ça m'intéresse pas mal. Voilà. Et bientôt vacataire à l'UFR. Ouais, j'espère. Super.
Moi, j'avais une question, Charlotte, sur. Vous dites que en fait, le parcours de compétition, c'est similaire aux valides, mais est-ce qu'on est professionnel comme les valides? Est-ce qu'on est rémunéré comme les champions valides? Parce que vous avez un super palmarès, mais est-ce qu'on peut en vivre finalement? Alors non, moi ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai pu le faire parce que à cause de mon accident, ou grâce à mon accident, j'ai eu un peu d'argent. Sinon, ça aurait été compliqué. Disons que j'aurais pas fait les mêmes choses. Je me serais peut-être cantonné à l'Europe ou j'aurais fait des tournois beaucoup en France, qu'il y en a quand même un petit peu. Mais on n'est pas du tout rémunéré. Non, il y a le top 8 mondial qui a beaucoup de sponsors et il y a quand même des fédérations qui aident beaucoup les joueurs, qui ont un salaire, qui ont les entraînements payés, tout est payé. Moi, quand j'en faisais, ce n'était pas le cas. C'est le cas depuis l'année dernière en France. La Fédé a fait un pôle France où il y a à peu près 5 ou 6 joueurs et 3 joueuses qui sont au centre national d'entraînement, on leur paye leur loyer, on leur paye un peu des compètes et surtout elles n'ont aucun entraînement à payer. Donc ça a évolué, mais c'est arrivé que l'année dernière. Et je pense que c'est parce qu'il y a les jeux qui arrivent, donc il a fallu quand même faire quelque chose. Mais moi, à mon époque, non, il n'y avait pas tout ça. On avait un peu de remboursement de frais de tournoi, mais après, il faut trouver des sponsors, mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas de visibilité, c'est difficile de se vendre. Déjà, faut déjà savoir le faire, parce que c'est déjà pas simple. Mais en plus, il n'y a aucune visibilité, donc c'est assez compliqué. À part d'être dans le top 8, parce que dans le top 8, en plus, on pouvait faire tous les tournois du Grand Chelem, qui là, pour le coup, paye un peu plus, même si on perd au premier tour. Donc, mais si on ne pouvait pas faire ces tournois-là, c'est un peu compliqué. Donc vous deviez tout gérer, la logistique, la tout, com, ouais. pas de sponsor? Non, tous les tournois, il faut aller réserver son hôtel, enfin, faut manger, faut tout, les entraînements, tout ça. Complètement. C'est ça. Ouais. Merci. Ouais. Pourquoi vous avez choisi le tennis? Après votre accident, vous avez été dans notre centre de rééducation. Le choix du tennis, est-ce que c'est une activité où vous êtes plus jeune ou c'est vraiment... Ouais, c'est ça. J'avais fait un peu de tennis plus jeune. Ils ont voulu me faire de l'aviron, mais j'avais trouvé ça trop compliqué en fait, puis ça me parlait pas. Et la première fois que j'ai fait du tennis, j'ai fait 1 heure de tennis avec un fauteuil qui n'était pas du tout adapté et tout, mais quand même le fait de pouvoir envoyer quelques balles, je me suis dit ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais ça a été compliqué parce que moi, comme je marche dans la vie de tous les jours, je suis pas en fauteuil tous les jours, donc le travail sur le fauteuil. Il n'est pas fini d'ailleurs, parce que je suis toujours pas au top, mais ça a été le travail le plus difficile forcément. Ouais. Bonjour, vous dites que c'est compliqué d'avoir des sponsors derrière aussi pour payer les hôtels en déplacement. Est-ce que derrière vous avez un staff, un entraîneur, des kinés, ou vous êtes suivi par des proches qui tout simplement qui vous entraînent? Alors moi à l'époque j'avais une coach à qui je payais les entraînements et qui venait de temps en temps avec moi en tournoi, mais pas tout le temps parce que ça me coûtait beaucoup trop cher. Donc elle m'a suivi sur quelques tournois, 4 tournois par an à peu près. Mais le reste du temps je partais toute seule. Kiné, j'en faisais quand je rentrais de tournoi, j'allais à mes séances de kiné parce que j'ai des séances de kiné toutes les semaines. Et en tournoi, quand même, il y a toujours un staff médical. Il y a un kiné qui est disponible, un kiné voire 2 suivant la taille des tournois. On pouvait aller quand on voulait chez le kiné là-bas. Mais sinon, non, c'est complètement autonome, à part sur certains tournois qui dépendaient vraiment de l'équipe de France, comme la Coupe du Monde ou des tournois qui sont en préparation de Coupe du Monde. Là, on avait un coach fédéral qui venait avec nous. Mais c'est les seules fois où on était suivi sans avoir besoin de payer quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir si vous avez déjà été confronté pendant votre carrière donc de paratennis à des joueuses qui ont été contrôlées positifs au dopage. Est-ce qu'il y a du dopage dans les compétitions de manière générale? Alors, j'ai pas connu de femmes qui ont été contrôlées. Non, même pas. Il y a un joueur, mais en fait, il prenait des médicaments pour le cœur. Il les avait pas déclarés, donc il s'est fait arrêter, mais ça a été vite remis en place. Mais sinon, non.
Mais je pense pas qu'il y en ait parce que on était contrôlé très très souvent quand même, hein, sur beaucoup de tournois. Et quand on est dans le top 8, on peut être contrôlé n'importe quand à la maison. Moi, ça m'est arrivé un petit laps de temps, donc c'était plutôt cool. Mais ils sont venus chez moi une fois à 7h du mat, et donc ils m'ont contrôlé. Mais il y avait des contrôles assez réguliers. Le truc, c'est qu'il fallait être. J'ai un ami qui a été suspendu pendant 2 ans, parce pendant 3 fois, ils sont venus chez lui, il n'était pas là. Donc il a été suspendu pendant 2 ans, ils n'ont pas cherché à savoir s'il était positif ou pas. Mais voilà, moi, c'est la même règle que les valides, en fait, là-dessus. Mais j'en ai pas connu, non. Non. On va passer à la dernière question pour Charlotte. Du coup, tout ce qui est matériel, c'était vous aussi à vous de payer? Oui, pareil, parce que les fauteuils, quand on en fait à haut niveau comme ça, ils sont tous sur mesure. Donc ça, c'est pareil, ouais, c'est complètement autofinancé, en fait. Ouais. Et un fauteuil, vous faites combien de saisons avec? Avec le fauteuil? Ouais. Ah, moi, j'ai gardé le même fauteuil pendant 8 ans. Ah oui. Ouais, je l'ai encore. C'est quand même résistant. Ouais, puis en plus, on tombe pas, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de contact, c'est pas comme au basket, ou vraiment, alors que là, à part être vraiment vigilant sur les grandes roues, les petites roues, il faut changer un peu ça, mais le fauteuil, j'ai toujours le même, ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Charlotte pour votre témoignage. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Aloïs Potier. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aloïs Potier. Je fais de la para-escalade. J'ai commencé l'escalade en 2002 en tant que valide. Et c'est en 2010 que j'ai eu un accident. Et durant ma rééducation, j'ai pu continuer l'escalade en sport de loisir. Et en 2019, j'ai repris la compétition d'abord à Metz, puis à Troyes et à Besançon l'an dernier, durant laquelle j'ai été repéré par l'équipe de France et sélectionné pour participer à des Coupes du Monde sur le circuit mondial. Et c'est pendant ces Coupes du Monde, justement, que je me suis qualifié au championnat du monde à Berlin-Suisse, que j'ai remporté. Vous dites que vous avez repris l'escalade juste après votre accident. Oui. Est-ce que vous avez pu tester d'autres sports ou c'était vraiment un choix de continuer sur l'escalade? C'était un choix de continuer sur l'escalade parce que c'est mon sport de cœur. Mais je pratique également le cyclisme en tant tel et pendant mes entraînements, il m'arrive de faire de la musculation et du yoga. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour Aloïs? Lorsque vous pratiquez le yoga en complément la musculation, en complément de l'escalade, est-ce que le yoga c'est surtout pour la concentration, la capacité à gérer une grimpe pendant longtemps? C'est ça, oui, mais c'est également pour la souplesse. Vu que ça entraîne mes articulations, ça m'évite de trop me retirer. On sait qu'en valide, en Jeux Olympiques, il y a de l'escalade en bloc ou de l'escalade en vitesse. Vous, quelle pratique vous avez? Pour l'instant, il n'y a pas de pareille escalade au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, pardon. Par contre, je vais être porteur de flammateur et l'escalade devrait rentrer aux prochains Jeux Olympiques
à Los Angeles en 2028. Moi, je voulais savoir, Aloïs, après votre accident, donc vous avez voulu reprendre l'escalade. Est-ce que vous aviez déjà pratiqué avant? Combien de temps vous avez mis à retrouver le niveau? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes découragé, vous vous êtes dit ça va être compliqué? Qu'est-ce qui vous a donné la niaque, qui vous a permis de tenir la motivation? Des fois, pendant la rééducation, comme je l'ai dit, je pratiquais en loisir, mais je n'ai jamais pu retrouver mon niveau d'avant mon accident. Par contre, ce qui a changé, c'est la ténacité au niveau de l'engagement dans une fois. Et est-ce que vous avez trouvé cette force en interne, où il y a eu des ressources, des gens autour de vous, des entraîneurs, des soignants, des rééducateurs? Je suis déjà suivi par ma famille et j'ai également des entraîneurs qui me suivent, mais ça a beaucoup été personnel, un engagement personnel. Merci. Bonjour. Vous vous entraînez où et combien de fois par semaine? Je grimpe principalement au club alpin de Caen à la Guérinière, mais aussi à Glenbeu, qui est situé au niveau des rives de l'Orne. Et par semaine, sinon je grimpe 2-3 fois par semaine sur des périodes de 2-3 heures. Mais je ne fais pas que de la voix. Je pendant ce laps de temps de 2-3 heures, je comprends également l'échauffement musculaire. Et comme pour Charlotte, est-ce que vous gérez tout seul vos compétitions ou est-ce que vous êtes aidé Je gère tout seul. Après, j'ai des amis qui sont dans le milieu, qui peuvent me conseiller et je peux leur faire un retour sur la compétition. Merci. Je voulais savoir, au niveau des championnats, donc que ce soit au niveau national ou international, est-ce que tous les types de handicap sont représentés dans le même championnat? Ou alors il y a des catégories en fonction du type de handicap? Il y a plusieurs catégories. Déjà, il y a 2 fédérations. La FEFAF, la Fédération des sports, qui est plus orientée vers des handicaps physiques, et la FFSA, la Fédération de sport adapté, qui est plus sur des handicaps psychologiques. Et sinon, dans la FFF pour l'escalade, il y a environ 10 catégories. C'est pas les mêmes handicaps et difficultés, qu'on soit amputé des bras, des jambes ou qu'on ait des problèmes cérébraux. D'accord, merci. Eh bien, merci à Loïs pour votre témoignage. Je vais maintenant laisser la parole à Éric Ossan. Bonjour,
Donc Eric Ossan, je travaille à l'université à l'UFR LBE, j'ai travaillé aussi 20 ans à l'EOI, l'orientation insertion pour les étudiants. Donc je suis ici parce que je pratique un peu la course à pied avec une prothèse. Je suis amputé depuis l'âge de 15 ans et je me suis mis au sport assez tardivement, à 46 ans, en commençant par faire un peu des sorties à vélo, qui sont devenues des sorties hebdomadaires, des cyclosportives, des sorties de 100 km. Et au bout j'ai commencé à courir à l'âge de 52 ans, avec des douleurs partout. J'ai couru au départ pendant 3 ans avec une prothèse tout à fait classique. C'était plutôt un bout de bois pour courir, mais enfin, quand même, la première année, je faisais 10 km, la seconde, je faisais un semi. Et la troisième année, j'ai pu m'équiper d'une prothèse dynamique, en fait, une lame qui, restitue l'énergie. Donc là, après être équipé, j'ai pu quand même faire 2 marathons. Et maintenant, je cours régulièrement, mais je dois baisser un peu la cadence parce que j'ai des problèmes de genoux. Voilà. Donc parallèlement, je fais aussi du vélo, surtout en voyage et pour aller au boulot quoi, aussi. Donc, Vous dites que vous vous êtes mis tardivement au sport. À 46 ans, oui. Est-ce qu'il y a eu quel a été le déclic pour vous? Un genre de déclic, oui, je me voyais un peu empâté, quoi. En fait, j'avais envie de bouger, puis je me suis mis au sport, d'abord par le vélo. Hein, c'était assez plus adapté pour moi. Et vu que ça me plaisait bien, bon, j'ai commencé à courir pour voir ce que ça pouvait donner. Maintenant, je préfère courir que faire du vélo. Le problème, c'est que la course à pied, ça abîme quand même un petit peu les articulations et je vais avoir bientôt 60 ans et donc je suis obligé d'un peu de réduire les distances, quoi. Mais je cours quand même 10 km 3 fois par semaine, quoi. Je me fais plaisir. Mais je ne sais pas si je referai un marathon. Des semis peut-être, mais j'irai pas beaucoup plus loin. En fait, c'est de l'arthrose que j'ai au genou et donc faut faire avec. Mais je me fais plaisir, quoi, en fait, hein, grâce à cette prothèse hein, qui restitue l'énergie. Donc c'est une prothèse qui au départ n'était pas remboursée, mais maintenant on passe des commissions, c'est pris en charge ça peut être pris en charge par la Sécu. À 100%? Je ne sais pas si c'est 100%, mais il y a une grosse partie, c'est passé. Il y a un décret de loi qui est passé il y a 1 an, après une commission, il faut prouver qu'on exerce, qu'on fait du sport régulièrement, parce que ça coûte quand même entre 4 et 5 000 euros. Donc si c'est pour faire du confort, c'est pas forcément validé. Mais oui, il y a une bonne contribution maintenant. Bonjour. Bonjour. Ma question va se porter sur le vélo. Est-ce que quand vous faites du vélo, vous avez une prothèse adaptée pour le vélo? Non, j'ai la prothèse de tous les jours. Celle pour skier aussi, parce que je fais aussi du ski, de rando. C'est la prothèse qui me sert tous les jours pour marcher et nager aussi. Avec des pédales plates? Avec des pédales plates, il n'y a aucun équipement adapté. Ok, et donc la traversée des Alpes, c'était en pédale plate aussi? Oui, tout à fait, oui. Ok. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je vois quand même la traversée des Alpes en vélo. Ouais. Qu'est-ce qui a été votre motivation et comment vous avez pu la réaliser? Disons que tous les ans, je partais faire quelques voyages à vélo, en France et à l'étranger. Et en fait, là, j'avais envie quand même de voir autre chose, quelque chose qui me surpassait un peu quand même. Donc en partant de Genève jusqu'à Nice, j'avais plus de 21 cols catégorie 1 à traverser, 18 000 de dénivelé. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver avec les bagages? Et je l'ai fait en 3 semaines, j'ai pris le temps, mais c'était histoire de me surmonter, quoi, en fait. Donc c'est encore prévu cette année d'ailleurs, par d'autres cols. Non, mais en fait, on se fait plaisir, quoi. Tous les jours, c'est un col différent, quoi. Donc la prothèse tient. J'ai demandé à ce qu'on renforce quand même la prothèse parce qu'il y a beaucoup d'efforts sur la pédale. Mais ça fonctionne, la preuve,
ça n'empêche pas de pédaler. Bonjour. Bonjour. Concernant vos entraînements de course à pied, Ouais. est-ce que vous êtes suivi par un club, un coach, ou vous faites Non. ça tout seul? Non, je cours tout seul, enfin en groupe, mais non, j'ai pas. Je préfère courir en mode loisir avec des amis ou tout seul, plutôt que de courir en club en fait. J'avais deux petites questions, Eric. Ouais. C'est quel marathon que vous avez couru? Les Corons de la Liberté, le premier et le deuxième, Ok. le plus proche. Le local. Voilà. Ok. Ouais. Et je me rappelle de vous quand vous étiez venu sur une table ronde il y a quelques années, on en parlait tout à l'heure. Mm. Et vous aviez une autre prothèse avec celle qui est en photo, je crois, avec Ouais. tous les petits dessins. Voilà, et ouais. vous m'aviez dit, moi, on me pose tellement les enfants, ça les questionne tellement que je préfère limite qu'avoir une prothèse jolie avec des dessins. Bien sûr, ouais. Et est-ce que c'est toujours cette prothèse que vous arborez? C'est toujours celle-ci, ouais. Et j'ai trouvé vraiment la philosophie super chouette Ouais, de dire ouais. bah, autant qu'ils la regardent pour. Bah, les enfants voilà. ça les surprend et bon, ils viennent voir quoi. En fait, Et elle est super belle en plus. On en voit moins, mais c'est il y a une pas mal de- prothèse, comment on appelle ça? C'est personnel. Marvel en fait. C'est tous les personnages de Marvel qui sont sur la prothèse. Et quand je prends le train avec mon vélo ou l'été en camping, les gamins ils viennent me voir puis ils me questionnent sur ce qui se passe et tout. Comment que tu fais pour marcher? Ça permet le contact facile du coup. Tout à fait, ouais, Ouais, ouais. Oui, oui. c'est Puis c'est super. une approche différente quoi, parce que ça se fait de plus en plus. Hein, ce sont des tissus qui mettent sous vide, en fait, qui pressent sur Ouais, la coque. Et puis, Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. on fait ce qu'on veut. On peut faire la peinture, on peut. C'est Voilà. un tatouage. Du tatouage, oui, tout à fait. Merci. Bonjour, je voudrais Bonjour. juste vous demander qu'est-ce que vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé le plus à continuer dans ce que vous aimez, le parasport et surtout faire des compètes. Qu'est-ce qui vous a poussé, surtout que Bah, en fait, c'est pas tout facile. Bah, au-delà déjà de la difficulté, en fait, c'était le plaisir de faire des choses d'aboutir en fait à arriver à faire des choses que d'autres font aussi, quoi. Et puis bon, quand on court, on se sent bien, quoi. Après, moi maintenant, je suis un peu accro, quoi. C'est vrai que beaucoup de gens aussi, hein. C'est surtout le plaisir. Ah oui, oui, beaucoup pour le plaisir, ouais. Ouais, ouais. Le dépassement de soi. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Ouais, ouais. Quand c'est dur, c'est vraiment dur, mais après, qu'est-ce qu'on est content? C'est vrai, c'est l'essence même du sport, je trouve, en fait. Merci. Eh bien, merci Eric. Je Ouais. vais maintenant laisser la place à Mohamed. Je vais juste vous donner le micro juste avant. Eh bien, bonjour à tous. Avant toute autre considération, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. C'était un plaisir de revenir. Je m'appelle Mohamed Sarawi, j'ai 22 ans depuis peu. Et alors, moi, j'ai pratiqué et je pratique plusieurs sports. Déjà, je suis aveugle, du coup, ça se voit, ne serait-ce qu'avec la canne, depuis la naissance, et je suis atteint d'une maladie assez rare qui s'appelle amorose congénitale de Leber. Donc ça atteint une personne sur 30 000, bon, pas de bol. Ça aurait pu tomber sur n'importe lequel d'entre vous, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Je le supporte très très bien. Au niveau des sports, puisque c'est le sujet du jour, je pratique plusieurs sports. J'ai pratiqué le tir à l'arc, le showdown, c'est un sorte de tennis de table pour les personnes malvoyantes, même s'il y a des voyants qui jouent également. Je pratique également le goalball, qui est une sorte de hand, mais je vous en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et je pratique également la voile, donc on forme un équipage de personnes déficientes visuelles, c'est pour ça que j'ai demandé à ma camarade derrière moi, Adèle, de venir aujourd'hui aussi pour peut-être lui donner 2 minutes de mon temps. Je pense que c'est très important pour qu'elle puisse éventuellement dire quelques mots là-dessus. Et donc voilà, je pratique aussi de la randonnée, voilà, quelques petits sports que j'ai commencé à pratiquer vraiment pas du tout par passion, ça s'est vraiment fait au fil des occasions, un peu au niveau de mes envies du moment. Et donc voilà.
Je me concentre essentiellement, enfin je centre mon propos sur le showdown et sur le goalball, qui sont mes sports, comment dirais-je, où j'ai poussé le curseur un peu plus loin, où j'ai essayé d'atteindre la compétition. En ce qui concerne le showdown, je suis depuis l'année dernière du coup classé 4e en division 1 au championnat de France. Il y a 3 divisions et donc j'ai effectué mon premier tournoi international à Zurich l'an dernier également. Et donc effectivement pour aller dans la suite du propos qui a été tenu en tout début de conférence. Effectivement, ce qui m'a fait un peu ralentir le rythme, c'est vraiment le prix des tournois, du matériel. C'est pour ça que j'ai dû choisir entre le goalball et le showdown. J'ai choisi le showdown, je vous expliquerai pourquoi. Et donc effectivement, financièrement, on a absolument tout à assumer. Il y a une fédération française handisport qui reconnaît ces sports-là, mais malheureusement, comme ils n'ont que très peu de visibilité pour l'instant, on le fera changer. Ça nous prendra du temps, mais on le fera. Donc voilà, un petit peu. Je vais peut-être laisser la place aux questions. Oui, aux questions. Je regardais l'heure, c'est pour ça. Du coup, je vous prends juste le micro. Moi, j'avais une petite question. Comment s'est passé le Norlandas Cup? Est-ce qu'il y avait des adaptations sur le bateau, justement, pour que vous puissiez naviguer? Bon, rappelez en 10 secondes qu'est-ce que c'est que la Norlandas Cup. C'était une compétition, une régate de voile interentreprise. Et nous, on y est allé avec notre asso, du coup, donc l'association Valentin à lui, pour présenter un équipage qui allait se confronter face à d'autres équipages de personnes voyantes. Et donc, on était le seul équipage handi. Et on n'avait aucune adaptation à bord du bateau, si ce n'est notre moniteur de voile, du coup, Henri, s'il voit cette vidéo un jour. Je vous remercie de cœur. Non, il a fait énormément pour nous, mais ça s'est fait vraiment à la pédagogie. Il n'y a absolument aucun dispositif sur le bateau qui nous a avantagés. On n'a eu aucune règle différente. On tenait absolument à avoir les mêmes règles, et puis c'était obligé, donc ça nous arrangeait, à avoir les mêmes règles que tout le monde. Donc non, il n'y avait pas d'adaptation à bord du bateau. Et on s'est classé, il y a 2 ans, 9e sur 24, et l'an dernier, 8e. Donc comme je le dis, dans 7 ans, on sera premier. C'est toujours une histoire de temps, mais de volonté. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour Mohamed? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les règles de la manière dont se joue le goalball et le showdown? Avec très grand plaisir. Merci. Alors le goalball, déjà je vous engage à essayer si un jour vous en avez l'occasion. Si vous n'en avez pas l'occasion, on l'organisera ensemble. Ça se joue sur un terrain de 18 mètres de long, sur 9 mètres de large. Vous avez une petite balle, qui n'est pas petite, mais qui fait 1 kg et 250 grammes, dans laquelle il y a des clochettes. Et en fait, l'objectif, donc ça se joue en 3 contre 3. Vous êtes 3 joueurs alignés, comme on l'est là, avec mes 2 acolytes. Si on était sur un terrain de goalball, on aurait chacun à défendre 3 mètres de long. Donc on a le droit à toute défense. Donc on peut défendre debout, on peut défendre allongé en plongeant au sol. Et donc pour ce faire, on a des coudières, des genouillères. Bon, chacun se protège comme il a envie, en fonction de sa volonté de vivre. Et donc l'objectif, évidemment, c'est d'envoyer la balle en la faisant rebondir ou en la faisant rouler très très rapidement dans les cages adverses. Et donc l'adversaire devra nous envoyer la balle dans nos cages et puis nous, on devra l'arrêter. Et c'est un sport qui se joue aux Paralympiques. Malheureusement, l'équipe de France est très 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 mal financée. Donc ça se fait vraiment avec les moyens maison, on va dire. Voilà. Mais les clubs sont pleins de volonté et ça, je pense que c'est ce qui fera progresser la discipline si cette dernière doit progresser. Et elle le doit. Et pour le showdown, c'est une table de 3,65 m de long sur 1,20 m de large, 1,22 m. Et ça se joue donc avec des bords qui sont remontés, les bords de la table sont remontés, donc ça se joue avec une balle sonore. On a un gant sur la main, une raquette, ça peut être en bois, ça peut être en fibre de verre, ça peut être en carbone. C'est un peu aussi fait maison pour l'instant. Et donc l'objectif, c'est d'envoyer la balle dans les cages adverses en la faisant rebondir sur les côtés, donc en servant des côtés. Ça s'apparente un peu au air hockey ou au palais, sauf que ça peut aller, à l'international, la balle peut aller à plus de 160 km/h. Donc ça va très très vite. Et ça se joue à Caen pour le coup, le showdown. On a monté une section à la Halle Bérégovoy à Mondeville. Voilà. J'espère que c'est assez clair. C'est succinct, mais c'est nécessaire.
Est-ce que vous avez toujours pratiqué depuis l'enfance ou est-ce que l'envie vous est venue plus tard? Alors, dans l'enfance, j'ai pratiqué quelques sports, comme tout un chacun à l'école, mais j'en faisais pas une passion, enfin ça se présentait, donc voilà. Non, la passion est vraiment venue après, et je pense que c'était pas forcément lié au handicap, et ça m'a pas permis particulièrement de me surpasser, ça serait un mensonge que de vous dire ça. Non, vraiment, je l'ai pris comme c'est venu, et j'en ai fait, c'est devenu une passion, très clairement. Le showdown et le goalball, c'est vraiment de grosses passions. Et donc j'en ai fait des enregistrements aussi binauraux, pour ceux qui connaissent cette technologie. C'est une technologie audio qui permet de restituer le son en 3D, donc pas seulement à droite et à gauche en stéréo, mais également devant, derrière. Donc pour écouter certains matchs, s'entraîner intellectuellement au terrain, et voilà. Donc j'ai poussé assez loin la question de ces sports-là, et j'espère le faire encore pour de nombreuses années. J'explique juste à Mohamed qu'on a une logistique micro qui a un fil de 2 km et qu'on va faire tourner entre nous. Je l'entends circuler. Il y a absolument aucun Ça prend du temps entre chaque question. C'est vrai qu'on est, les fils les micros sans fil n'existent plus. À la vue. Moi, j'aurais voulu juste que vous nous disiez un petit peu votre parcours universitaire et votre projet professionnel, puisque vous êtes étudiant encore, il me semble. Et non, malheureusement pas, mais c'est pas l'envie qui manque. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai commencé à l'Institut national des jeunes aveugles, du coup, qui était un établissement à Paris, dans le 7e arrondissement. Et puis un beau jour, j'en ai eu assez d'être dans un milieu protégé. Et donc j'ai fini mon lycée dans un établissement ordinaire. Et puis je suis allé à Rennes pour débuter une licence de sociologie. Donc j'ai fait une L1 sociaux. Et après, je suis passé, donc il y a une passerelle possible à Caen, donc je suis passé en L2 psycho. Et donc c'est ce que je voulais faire à la base, mais on m'a toujours dit que les L1 de psychologie c'était très agaçant parce qu'il y avait beaucoup de questionnaires, et moi j'aime pas les questionnaires. J'aime pas quand il y a des petites cases qu'il faut cocher, que c'est juste ça, qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Que de l'apprentissage par cœur. La L1 sociaux m'a permis vraiment de faire de la pratique de terrain. En L1, il ne faut pas abuser. Et donc j'ai fait ça, puis j'ai obtenu ma licence de psychologie l'an dernier. Et j'ai voulu faire un master. J'ai fait des demandes dans plusieurs domaines, notamment en psycho, dans les ressources humaines. Ça m'intéressait beaucoup comme domaine. Et je trouvais que c'était un parcours intéressant après la psychologie. Malheureusement, il n'y avait plus de place en master. Donc, j'ai fait un service civique cette année. Et puis là, les phases de master ayant réouvert, on va retenter notre chance cette année. Voilà. Eh ben, on vous souhaite de l'obtenir, cette place en master. Eh bien, je me le souhaite également, avec vous. Bonjour. Est-ce que vous vous fixez des objectifs en termes de niveau sportif à atteindre, championnat du monde, Jeux olympiques Je me fixerais des objectifs si jamais j'avais la possibilité de réaliser... si j'avais la possibilité de parcourir le chemin pour ce faire. C'est-à-dire que cette année, par exemple, j'ai voulu effectuer plus d'un tournoi international, puisque c'est ce qui est le plus formateur. Malheureusement, j'en aurais pas la possibilité. Je me focalise sur un seul tournoi pour l'instant, celui de Zurich, qui présente un niveau très élevé, et c'est un open, donc c'est vachement intéressant pour quelqu'un qui est classé nationalement, de passer à ça directement. C'est du niveau très élevé, mais comme c'est mon tournoi unique, malheureusement, que je finance du début à la fin, ça coûte à peu près 600 €. Donc quand on est étudiant, ça demande d'investir quelques mois de son budget pour ce faire. Donc l'objectif, s'il y en avait un, ça serait de pouvoir faire davantage de tournois, de progresser, déjà d'être premier en France pour détrôner la personne qui est première depuis bien trop longtemps maintenant, qui attend, je pense, de son côté quelques successeurs, quelques dauphins, comme on dit. Donc j'espère bien être celui-ci et en avoir la possibilité dans les années à venir. S'il n'y a pas de sponsor, on se sponsorisera soi-même en travaillant. Mais c'est le master d'abord. Merci. Eh bien, merci beaucoup Mohamed. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur Philippe Petit. Bonjour à tous, merci d'être là, puis merci pour l'invitation.
Moi, mon parcours, c'est un long chemin. J'ai 59 ans. J'ai eu mon accident de voiture à 23 ans. Dans ma jeunesse, je faisais du 110 mètres haies et je préparais un brevet d'état d'éducateur sportif premier degré. Et j'ai eu mon accident de voiture et du coup, je ne pouvais plus courir. Donc, le parcours, c'est 3 ans d'opération, enfin plein de choses, quoi. Et ensuite, j'ai fait un reclassement professionnel dans la photographie. Et c'était à l'époque argentique, c'était avant le numérique. Et en fait, toute la passion du sport, je l'ai remise dans la photo. Donc, j'ai vécu, j'ai créé mon entreprise, voilà. Et ensuite, le numérique est arrivé, ça a été un changement. Je me suis mis à faire du graphisme, voilà. Donc j'ai repassé un bac pro, etc. Et j'ai pratiqué un peu de pétanque parce qu'en fait, il fallait, comme j'ai la station debout pénible, en fait, il fallait que je trouve un exercice pour rester quand même assez souvent debout pour avoir de la résistance. Et c'était pas trop mal, mais en fait, j'ai découvert le golf il y a 8 ans maintenant. C'était une initiation gratuite au golf de Caen. Il y en a actuellement aussi pour vous si ça peut intéresser. C'est gratuit. Et ça a accroché, quoi, ça se matchait tout de suite. Donc, 2016, j'ai été reconnu handigolfeur, paragolfeur par l'association Handigolf France en 2018 et j'ai commencé à faire des compétitions en 2021. Donc compétition nationale et internationale. Excusez-moi. Donc dans le golf, il n'y a pas de catégorie par rapport à l'handicap, qu'on soit autiste, amputé, membre inférieur, supérieur, il n'y a pas de catégorie. Donc on joue tous dans les mêmes classes, entre guillemets, sachant qu'il y a 3 séries dans le golf. Donc il y a les pros, entre guillemets, 0 et 8 d'index. Donc ça veut dire qu'ils jouent le parcours plus 8 coups ou moins. D'accord. Ensuite, vous avez la deuxième série, c'est les index 8-5, 18-4. Et après, c'est 18-4 jusqu'à 54. C'est-à-dire que quand vous commencez le golf, vous êtes 54. Et donc ensuite, moi j'ai commencé à faire des compétitions en 2021. Et ça a marché bien parce qu'à chaque fois j'étais sur la boîte, donc c'était sympa. Et donc j'ai commencé en 3e série parce que je débutais. Hein. Et j'ai fini donc en 2021 2e mondial quand même. Et je suis passé en 2e série. C'est-à-dire qu'en fait j'ai amélioré mon jeu, donc je suis venu dans une catégorie encore un peu plus forte. Donc actuellement je suis dans la 2e série. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu les mouvements, en fait on dépend d'une association européenne. Donc ça joue partout dans le monde. On est des centaines de milliers de paragolfeurs et c'est regroupé avec l'Europe et les États-Unis, l'Australie, etc. Et quand on fait des tournois, on prend des points. Donc on rentre dans un ranking et voilà. Et donc plus vous faites des performances, plus vous montez au niveau du ranking. Et là actuellement, je suis en 2e série et je suis 15e mondial. 10e européen, 3e français. Donc, faisant de la compétition, j'ai voulu transmettre un peu ma passion, parce que c'est une nouvelle passion. Et donc, au sein du golf de Caen, j'ai créé une école de golf pour les enfants en situation de handicap. Et c'est gratuit pour eux. Donc, en fait, je cours après les financements, etc. Et c'est une super expérience parce que quand on voit des petits bouts repartir avec la banane, c'est trop bien, quoi, c'est gagné, quoi. Parce que moi, en fait, mon objectif, c'est de les sortir un peu de leur contexte, enfermés, clos, et de venir voir du verre, de taper une petite balle. C'est ludique, c'est des jeux, mais c'est un sport de lancer, hein, donc il n'y a pas besoin d'être fort. On peut jouer avec un bras, une jambe, en étant déficient visuel aussi. Il y a toutes les catégories. Donc voilà.
Et j'ai plein d'objectifs cette saison. Donc là, ma première compète, c'est dans 3 semaines. C'est le Grand Prix de Roissy. Et dans un mois, un peu plus d'un mois, c'est l'Open de France. Et puis, il faut aller chercher la boîte. Voilà. Est-ce qu'il y a des adaptations au niveau du matériel, vu que toutes les catégories sont rassemblées? Alors oui, par exemple, vous avez un joueur qui était golfeur avant sa maladie. Pour vous donner une idée, il a 2 prothèses membres inférieurs et il lui reste un doigt. Et il joue au golf. Et il est incroyable. Donc voilà, il y a des joueurs en fauteuil, donc ils ont des paragolfeurs. Il y a des photos à l'accueil, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition. Donc ce sont des fauteuils adaptés, mais qui vont sur le parcours, même dans les bunkers, là où il y a du sable, sur les greens. Donc ça leur permet de se déplacer, mais en plus après, le siège se lève et ils se mettent en position pour avoir un swing tout à fait traditionnel, quoi. Après, selon leur pathologie, ils peuvent jouer qu'avec un bras ou avec leurs 2 bras, voilà. Mais ils n'ont pas de classement spécifique non plus. Donc voilà. Et pour eux, c'est un long parcours aussi, parce que une machine comme ça, c'est entre 20 et 30 000 euros, ça pèse 300 kilos, donc le déplacement, tout ça. Donc voilà, et autrement, oui, on peut adapter un grip, on peut adapter. Mais après, on n'a pas le droit de transformer les clubs de golf comme on veut, quoi. Donc il y a des règles, voilà. Donc voilà. Et puis, moi, personnellement, faisant de la compétition, je me suis aussi investi au niveau de mon club. Donc, je suis membre du bureau de l'association sportive. Et tous les ans, je faisais un trophée handi valide pour sensibiliser justement les golfeurs à jouer avec des personnes en situation de handicap. Et ça marche bien, parce que c'est une compétition en équipe de 4, donc c'est super ludique. Et j'ai voulu aller plus loin l'année dernière, et c'est pour ça que je connais maintenant l'université. Je voulais créer un Grand Prix international, donc paragolf, au sein du golf de Caen. Et en fait, ça ne s'est jamais fait en Normandie. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, quoi. Donc je me suis lancé dans le projet, et puis j'ai eu Camille Le Forestier, qui était en STAPS Master 2, qui m'a accompagné dans cette aventure, et le stage était trop court, donc elle a fait son service civique au sein de l'association sportive. Et on a fait un super Grand Prix, une belle réussite, c'était parfait, quoi. Voilà. Dont l'expo photo est au rez-de-chaussée de la BU. Pour les curieux. Ouais, merci Philippe et Camille pour votre travail. Bonjour. On a entendu tout à l'heure Mohamed qui nous disait qu'il faisait qu'une compétition internationale sur son année. Vous, on a entendu tout à l'heure à Roissy, ensuite une autre compétition. Vous financez tout seul vos compétitions, ou derrière vous êtes suivi par un staff, des sponsors? Sponsor, non, il n'y a pas de sponsor. C'est très compliqué. Disons que même l'élite, même l'équipe de France, ils ont du mal. Donc voilà. Moi, j'ai le soutien de mon club. Bon, c'est un petit soutien, mais c'est toujours un soutien. On le prend. Comparé à d'autres joueurs valides, entre guillemets, c'est une goutte d'eau, mais bon, c'est pas grave. Et à côté de ça, j'ai la Ligue de Normandie de golf qui m'aide depuis 1 an maintenant. Donc j'arrive à avoir un budget entre 1000 et 1500 euros. Bon, il faut savoir que quand je fais une compétition, entre le déplacement, les frais d'inscription, etc., c'est entre 500 et 600 euros la compétition. Moi, je gère en général le reste, quoi. Ce qui veut dire que je choisis mes compétitions. Par contre, si on veut progresser au niveau du ranking mondial, il faut faire des grosses compétitions, quoi. Donc là, je prévois de faire l'Open d'Irlande cette année. Voilà. Donc c'est dans 3 mois. Voilà.
Donc je garde des sous et puis voilà. Merci. Moi, j'ai une question en fait pour Philippe, mais en fait pour tout le monde, et peut-être que chaque intervenant aura une réponse différente. C'était de savoir, parce qu'on a parlé des difficultés d'accès à la pratique sportive quand on se retrouve en situation de handicap, les aspects financiers, le sponsoring quand on va aller vers de la compétition ou du haut niveau. Mais de façon plus globale, quel message vous pourriez faire passer, ou quelles difficultés vous pensez qu'il reste encore à dépasser, quel gros frein il resterait encore à dépasser pour développer encore plus les pratiques accessibles à tous, et notamment votre pratique à vous? Du coup, on peut commencer par la réponse de Charlotte, si ça vous va. En fait, moi, je pense qu'il faut plus de sensibilisation. Parce qu'il y a énormément de centres de rééducation en France, il y a énormément d'enfants, énormément d'adultes qui sont dans des situations en plus pas faciles. Pour avoir fait 2 centres de rééducation, je me rends compte que c'est pas simple. Et on n'a pas du tout on n'a personne qui vient nous voir pour nous faire du sport. Alors, au mieux, il y a un terrain de basket et puis ils nous mettent dans des fauteuils et puis ils nous font faire du basket. Mais moi, typiquement, je ne pouvais pas en faire, je n'étais pas du tout là-dedans. Mais moi, par exemple, j'ai essayé d'aller dans les centres de rééducation, dire, bah voilà, avec ma coach, on veut venir intervenir pour faire jouer les gens qui sont là. On sait ce que c'est que les centres de rééducation, on ne fait rien de la journée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas eu de réponse parce qu'ils ont peur qu'on amène quelque chose de nouveau, je pense. Parce qu'ils ont dit non, on a des profs de sport, on a des kinés, on a des psychologues, on a tout ça, mais nous, on a dit, nous, on va apporter autre chose. Parce qu'on va les faire jouer, et puis moi, j'ai mon expérience à... Et puis tout ça, ça peut aussi faire de la détection, parce qu'il y a des gamins, même des adultes, qui d'un seul coup vont se dire, tiens, je vais faire du sport, en fait, je vais faire du tennis, du basket, n'importe quoi. Mais en fait, tout ce travail-là, il n'est pas fait. Et si ce travail-là était fait, je pense qu'on aurait beaucoup plus de joueurs, du coup beaucoup plus de visibilité, et on pourrait être beaucoup plus présent partout, en fait. En fait, au-delà parce qu'il y a de la prise en charge en activité physique qui se développe en centre de rééducation depuis pas mal d'années, avec les enseignants à part, mais il faudrait peut-être aussi promouvoir le sport plus codifié, faire des initiations à des disciplines sportives, pour aller, pourquoi pas, vers de la compétition derrière. Ouais, et puis faire venir des gens qui peuvent témoigner, et déjà témoigner non pour le sport, mais aussi pour la situation dans laquelle ils se trouvent, parce que, moi je sais que j'aurais bien aimé qu'on fasse ça, parce qu'on est perdu, quoi, et on n'a pas du tout de perspective, ni professionnelle, ni personnelle, ni sportive, aucune. Et de faire venir des gens qui vont pouvoir donner leur témoignage et dire, voilà, en fait, vous avez l'impression que tout est fini, mais en fait, il peut se passer des choses, quoi. Ça, c'est important. Et si ça peut ouvrir après à la pratique sportive régulière, avec ou sans compétition, voilà, c'est gagné. Alors, à savoir aussi qu'il y a le cross, la dragesse, il y a quand même les comités handisport aussi, ils développent aussi un répertoire, un annuaire des clubs et des structures Handi-Normandie, je crois, ça s'appelle, avec un label. Donc c'est vrai que ça se développe, ça arrive un peu tard, mais il y a de plus en plus de visibilité. On peut trouver maintenant, quand on a telle déficience ou telle situation de handicap, on peut, à proximité de chez soi, avoir des contacts, des infos. D'accord. Donc ça, c'est de plus en plus diffusé. Alors, c'est pas encore très connu, mais c'est vrai qu'il y a toute cette logistique de répertorier les clubs et les assos et qui peuvent encadrer des personnes avec des problématiques spécifiques, que ce soit de santé ou des déficiences. Et ça commence vraiment à... Il y a des régions qui sont plus en avance que d'autres. Ouais, ça, c'est vrai. Ça dépend des politiques régionales aussi, mais en tout cas, c'est des choses qui se développent de plus en plus et qui vont prendre de l'ampleur pour répondre à cette problématique. Est-ce que certains d'entre vous veulent venir compléter le propos de Charlotte? Je vous laisse la parole moi-même. Merci. Pour compléter le propos de Charlotte, il y a des freins absolument énormes en fait, à tel point qu'on se demande s'il n'y a juste pas d'accélérateur dans la voiture du tout. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont référencées, même nationalement. En fait, il y a le Handi Guide des sports qui existe,
qui est développé, qu'on a aidé à corriger l'an dernier. Mais c'est des... comment dirais-je? C'est des actions qui, certes, si elles sont nécessaires, pour l'instant en tout cas, n'ont pas fait avancer grand-chose, en tout cas pour ce qui est du Handy Guide des sports par exemple, qui référence les clubs, puis il y a un autre Handy Guide pour les installations sportives. Toutes les personnes, l'intégralité, sans exception, l'intégralité des personnes handi, et pas forcément que déficientes visuelles, à qui j'en ai parlé, ne connaissaient pas ce dispositif qui existe depuis plusieurs années. Donc c'est soit sa promotion en est mal faite, soit les gens n'ont pas forcément un accès aussi aisé au numérique, et donc le moyen humain restera toujours la façon la plus simple de transmettre les choses d'une personne à une autre. Comme le disait Charlotte, par exemple, via les sensibilisations, pas que, ça peut être par le financement du département ou des régions même. Je sais que le S3AS, l'an dernier, prévoyait de faire venir des jeunes personnes déficientes visuelles entre, je sais pas, 10 et 20 ans à peu près, pour tester notamment le showdown. Ça n'a pas pu se faire parce que la logistique pour les faire venir était trop compliquée, parce que nous, la table, on ne pouvait pas la déplacer, on n'avait pas les financements pour le faire, parce qu'on n'a pas forcément les installations sportives qui vont nous être allouées, puisqu'elles vont aller à du tennis de table, à des choses qui sont plus, comment dirais-je, davantage plébiscitées par le grand public, parce qu'il y aura davantage de monde qui seront intéressés par ce type d'activité, malgré qu'on ait ouvert notre activité à des personnes voyantes. Donc voilà, il y a vraiment plein de freins. Je pense que je pourrais en évoquer plein. Je n'ai pas envie de vous dépiter. Mais c'est vrai qu'après plusieurs années d'expérience, plusieurs années de vécu, même si je reste encore jeune, mais de ce que j'ai pu en voir, véritablement, ça avance, mais terriblement lentement. J'ai plombé toute l'ambiance. Non, du tout. Justement, vous m'avez un peu devancé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour l'ensemble de nos invités? Merci, bonjour à toutes et tous. Christophe Boulan, je suis référent régional du service civique en Normandie. C'était vraiment un échange inspirant. Très sincèrement, je vous remercie, vous cinq, d'être venus, d'avoir répondu à la sollicitation de Pascal et des étudiants en Master 1, que je remercie bien évidemment pour l'organisation de la journée. C'est peut-être pas la meilleure filière, mais en tout cas, c'est la plus belle sur un plan humain, ça je peux vous le dire. J'ai fait STAPS, continuez. Je pense que vous aurez des messages des intervenants tout à l'heure pour vous encourager dans cette voie. Parce qu'il y en a besoin. Moi j'ai juste une question parce que j'ai besoin de la poser. On a parlé de prise de conscience, on a parlé de sensibilisation, on a parlé de moyens, on a parlé d'accélérateur dont la pédale était encore un peu molle. Est-ce que les Jeux paralympiques de Paris 2024, d'après vous, vont faire avancer les choses telles que vous le souhaitez? Si oui, dans quelle direction, et sinon, pourquoi? Je suis intervenant aussi en Master 2 après. Est-ce que, Aloïse, vous souhaitez commencer par répondre? Je pense que les Jeux ne vont pas dans les médias faire que ce soit plus médiatique. Mais ça va permettre de faire connaître les différents dispositifs et les différents moyens qu'on peut mettre en place. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de sensibilisation. Enfin, je vois, moi, on me demande beaucoup d'intervenir là en avril, mai, parce qu'il y a les Jeux. Ça serait bien tous les ans, parce qu'en fait c'est un peu bizarre de le faire là juste cette année. Déjà il va falloir effectivement médiatiquement qu'ils diffusent autant les Paralympiques que les Olympiques, ce qui n'est pas évident. Mais ça serait bien, et pas juste des résumés fin de journée. Et après il faut continuer sur la lancée et de l'accessibilité, parce que c'est quand même un gros problème en France, dans beaucoup de clubs.
J'ai changé de club parce que l'extérieur n'était pas du tout accessible, l'intérieur moyen, donc je vais dans des clubs où j'ai pas trop de soucis pour aller jouer. Et il faut continuer l'inclusion surtout, en fait, de faire aussi bien les enfants dans les écoles qui ont des problèmes, qui sont en fauteuil, qui peuvent être dans des écoles classiques, parce que voilà, ça peut se faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et dans le sport, effectivement, d'autant plus, quoi. Mais déjà, médiatiquement, s'ils arrivent à médiatiser plus que d'habitude le handisport, parce que tous les sports handi à la télé, ça serait déjà bien, et d'expliquer et tout ça, et de sensibiliser les gens à ça, et les faire participer, parce que je sais qu'ils ont beaucoup de mal à vendre les places, et c'est dommage. Mais en même temps, il n'y a pas assez de communication là-dessus. Il devrait y en avoir plus sur les chaînes publiques. Ouais, ce que je regrette un peu, moi, c'est que dans certaines compétitions de course à pied, ils n'incluent pas systématiquement la catégorie handisport. Je l'ai réclamé plusieurs fois, on me dit oui, on va le faire l'année prochaine. Certaines courses le font, certains trails le font. D'ailleurs, une fois, j'ai fait un podium grâce à ça. On était deux amputés à courir. Mais c'est un peu timide quand même, quoi. C'est pas grand-chose, je pense. C'est un podium, c'est une récompense, c'est quelque chose de valorisant pour la personne qui le fait. Et ça fait connaître un peu plus la compétition. Je parle pour la course à pied. Hein. Ça évolue un peu, il y en a un peu plus, mais bon, c'est encore très timide. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment dans tous le réseau que je connais, hein, de ce qu'on en raconte, des sollicitations qu'on a aussi sur des stages terre de jeu, paralympique. Alors là, on a de la demande, même encore maintenant, j'ai des demandes de stage sur les masters, alors qu'ils sont déjà tous en stage, hein, parce que les gens se réveillent et ils ont eu des financements, des subventions, parce qu'il y a les paralympiques et les JO. Donc, faut se réveiller un peu plus tôt, parce que maintenant, je crois que plus personne n'a besoin d'un stage, je crois. Tout le monde est casé. Mais il y a vraiment cet effet d'annonce, et j'ai entendu dire aussi, hein, si je ne me trompe pas, au comité paralympique, on a recruté, mais c'est sur 2-3 ans. Il y a des postes précaires qui sont comblés. On fait venir des gens, on les embauche 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a des paralympiques et les JO de Paris. Et puis après, ces gens-là, ils vont devenir quoi? Il va falloir qu'ils rebondissent. Il y a des subventions, il y a des budgets, mais ça va. Pour moi, je pense que ça ne va pas être pérennisé. Après, je suis comme Charlotte, je me rejoins aussi sur l'effet médiatique. Ça va donner peut-être un petit coup de fouet et sensibiliser peut-être un peu plus, parce que là, c'est à grande échelle, ça va être macro. Mais en termes de moyens derrière, je pense que l'État, il va donner tous les moyens là cette année, puis peut-être l'année prochaine, pour la com post-JO, para. Et puis après, il n'y aura plus grand-chose. On va revenir à quelque chose d'assez léger. C'est la crainte. Je pense vraiment que les JO et les paras, ça aurait pu être une belle vitrine. Mais à mon humble avis, le fait que toutes les disciplines, y compris les disciplines les moins connues, soient vraiment noyées dans la masse, j'ai vraiment peur que ce soit un grand coup d'épée dans l'eau, même si on y investit un peu d'argent ici, un peu là. Mais effectivement, on a beau faire des sensibilisations, c'est une chose. Les sensibilisations, c'est pour le public, c'est pour les jeunes quand on va dans les écoles. Mais ce qu'il faut vraiment véritablement pérenniser, c'est vraiment la pratique des athlètes, c'est vraiment l'augmentation du nombre d'athlètes, c'est vraiment le développement d'installations sportives. Par exemple, pour le goalball, qui est quand même paralympique, je n'ai pas entendu du tout qu'il y avait le développement de la moindre installation sportive en ce sens-là pour cette année, par exemple. Ça aurait pu être la pérennisation des coachs qui sont obligés, des coachs de goalball, par exemple, en équipe de France, qui bossent à mi-temps, dont les kinés sont là de temps en temps. C'est vraiment, je crains que pour la majorité des sports qui sont peu connus ou méconnus, que ça ne changera absolument rien, que c'est un petit coup médiatique comme ça. On en a entendu parler. Ok, il y a quelques personnes qui sont venues à la télé ou pendant certaines interventions. Voilà, ça peut être. Mais je crains que véritablement ça ne fasse pas avancer les choses. Je pense que si on voulait vraiment faire avancer les choses, c'est sur 2 axes en fait. Il y a vraiment le vouloir, c'est les athlètes, les coachs, les référents, ça y a. Et le pouvoir, c'est la finance. Malheureusement, il n'y a pas d'autre réponse principale. C'est vraiment tant qu'il n'y a pas d'installation, tant qu'on ne peut pas faire bouger les athlètes, tant qu'on ne peut pas mobiliser des moyens pour aller les rechercher plus jeunes dans les établissements où ils sont, certains très isolés chez leurs parents. Voilà, malheureusement, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas
pas d'avancée pour les sports qui me concernent en tout cas, et dont j'ai la connaissance. Est-ce que quelqu'un a une autre question générale ou est-ce qu'on peut clôturer cette table ronde? Avant de terminer, est-ce que je puis me permettre de faire intervenir une toute petite minute, pas plus, Adèle, qui est venue avec moi et dont j'aimerais beaucoup qu'elle témoigne, puisque c'est vraiment les générations à venir. Elle vous parlera un tout petit peu de son parcours en 1 ou 2 minutes, et je pense que ça serait très intéressant avant la conclusion, si c'est permis. Je te laisse même ma chaise, en toi de France. Prends le micro, assieds-toi. Moi je suis du coup aussi déficiente visuelle mais malvoyante, non-voyante. Je sais pas, au niveau du sport du coup cette année, depuis petite je fais de la natation en club, juste en club avec des voyants, mais c'est sûr que je pense qu'en étant non-voyant c'est moins accessible d'être dans un club de voyants puisque y a toujours l'adaptation. Je sais pas trop. Carrément. Et la voile, du coup, cette année? Ah oui. C'est peut-être le plus important pour cette année, en tout cas. Oui, du coup, on essaye de faire la Norlandaise. Enfin, on va faire la Norlandaise Cup. Donc, on va être en équipage de 5, dont 3 non-voyants, 2 malvoyants. Ouais, c'est à peu près ça. Et donc, au niveau des adaptations, il n'y en a pas forcément. En tout cas, ça se passe plutôt bien, hein, franchement. Et ce que je ne vous dis pas, Adèle, c'est que cette année, à l'instar de mon humble personne, elle fait également un service civique donc à l'association Valentin à Huitecamp. Et elle s'occupe également donc, avec moi, en collaboration, des sports de cette association. Donc, on en a développé 5 pour l'instant. Et justement, puisqu'Adèle fait de la natation depuis toute petite, on sera amené à développer ce sport-là en tant que 6e sport qui va être ajouté à notre panel de sport pour les personnes déficientes visuelles. Et on essaie évidemment d'inclure des personnes voyantes dans nos sports aussi pour ouvrir la pratique, faire connaître à notre échelle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. J'aimerais, au nom de tous les Master 1 Activités physiques adaptées, vous remercier d'être venus aujourd'hui échanger avec nous et aussi remercier nos partenaires, l'Université de Caen et la Bibliothèque universitaire pour le prêt des locaux et du matériel à disposition. Merci.